Salut à tous, on est à Brest pour une émission spéciale Ducati, c'est Moto Rosso qui nous reçoit. Dans cette émission bretonne, nous allons découvrir quelques petits bijoux Ducati d'hier et d'aujourd'hui et nous découvrirons une famille de motards très spéciale puisque tout le monde, la maman et la fille, roulent à moto en compétition. Pour l'essai, nous avons testé la nouvelle Hypermotard. Pour le débat, nous aborderons la vie des motoclubs au milieu de toutes nos rubriques habituelles. Allez, suivez-moi. On est donc installé au cœur de la passion moto à l'italienne dans cette concession Ducati Moto Rosso à Brest. On est en compagnie de Caddy, responsable de la concession, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Caddy. Bonjour Mickaël et bienvenue à Brest. Merci. Nous sommes également en compagnie de Stéphane, le concessionnaire, responsable de la concession Ducati, mais également Honda qui est à côté. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, merci de votre venue. Et nous sommes également avec un autre membre de l'équipe, avec François, conseiller SAV chez Ducati Moto Rosso. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vais commencer à poser une petite question à Stéphane, au maître des lieux. Stéphane, depuis quand cette concession Ducati Moto Rosso existe-t-elle ? Alors, depuis 2012, depuis mars 2012, nous avons ouvert l'espace Ducati au sein de notre local. D'accord. Pour venir compléter la concession Honda qui existe depuis longtemps. La concession Honda existe depuis quand, elle ? Alors, c'est une vieille concession qui était à mon père et nous sommes installés ici en 2008. D'accord. Et Ducati, on a ouvert le département Ducati en 2012. D'accord. Voilà. Tu as voulu rester dans des couleurs rouges. Honda, c'est rouge, Ducati, c'est rouge. Voilà. Tu as voulu assortir les deux marques. Tout à fait. D'accord. Et du coup, Caddy travaille avec toi depuis l'ouverture de la concession Moto Rosso ? Oui, Caddy travaille avec moi depuis longtemps, depuis 21 ans. Ah, bien avant alors. Voilà, il était responsable de la prévente chez Honda et on a eu l'opportunité de prendre la marque Ducati qui était libre sur notre secteur en 2011-2012. Parce que j'ai cru comprendre que Caddy, quand tu travaillais donc déjà chez Honda, ton cœur battait déjà pour les Ducati. Eh oui, tout à fait, oui. Alors on va commencer fort avec un petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un Japonais qui se couche dans son lit avec sa Ducati. Est-ce que tu faisais ça ? Tout à fait, je l'ai vu. Ouais. Effectivement, ça aurait pu arriver. Tu as déjà fait ça ? Je ne l'ai pas fait. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non, pas encore. Non. Avec des Italiennes, mais... Voilà. Est-ce que, en revanche, vous pourriez vous endormir avec le bruit, bercé par le bruit d'un V-twin italien ? Sans problème. Ou voire d'un V4 maintenant. Oui, tout à fait. Ça va être dur de dormir, hein, ça fait du bruit quand même. Stéphane, je reviens vers toi pour te poser une question par rapport à cette complémentarité. Est-ce que justement Honda et Ducati sont complémentaires ou sont des marques très rivales ? Globalement, ce ne sont pas des marques très rivales, si ce n'est sur certains produits, l'hypersport notamment. Autrement, c'est plutôt complémentaire. Il y a des produits qu'il y a chez Ducati que nous n'avons pas chez Honda et bien sûr inversement. C'est deux marques qui cohabitent très bien sans trop se concurrencer. Alors, Stéphane, donc tu es multimarque. Est-ce que, en revanche, il y a des marques qui sont incompatibles entre elles, BMW, Triumph, européenne ou japonaise, qu'on ne peut pas mettre dans un même espace, où la passion moto se partage, quelle que soit la marque ? C'est sûr qu'il y a certaines marques qu'il est difficile de faire cohabiter. Honda et Yamaha, ce sont deux grands constructeurs généralistes. Bien travailler les deux dans un même espace, c'est compliqué, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, il y a des affaires d'ego. BMW et Ducati, c'est compliqué, je pense aussi, à faire cohabiter dans un même espace. BMW fait des voitures et des motos. Ducati a été racheté et dans le giron de VV aujourd'hui. François, tu travailles depuis quand à la concession Moto Rosso ? Alors depuis très peu en fait, ça va faire un peu plus d'un an et demi là. D'accord. Tu travaillais déjà dans l'univers de la moto auparavant ? Du tout, je suis issu de l'univers, je dirais, de l'industrie plus, où j'étais dans le nautisme en fait, où je m'occupais de l'entretien de bateaux au sens général. Tu étais client avant de travailler à la J'étais client avant de travailler à la concession, effectivement.
Alors, on va retrouver maintenant quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, David Dumain, que l'on retrouvera désormais toutes les semaines au travers d'un édito de la semaine. Salut à tous, salut aux amis de Sans Concession qui sont en Bretagne pendant que moi je suis à la montagne. Pour ce premier édito, je vais profiter des chutes que j'ai subies depuis mon arrivée ici pour parler des protections qui sont similaires à de nombreux égards entre la moto et la pratique du ski et du snowboard. Le premier élément de protection évidemment c'est le casque. Alors j'ai fait mes propres statistiques et sur les pistes je dirais que entre 85 et 90% des skieurs aujourd'hui portent ce genre d'outils, plus ou moins ventilé, plus ou moins stylé. Ça rappelle un petit peu la problématique dans la moto avant que ce soit obligatoire. Je sais qu'il y a de nombreux motards qui étaient contre ce port obligatoire du casque au début. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. On n'imagine pas rouler en moto sans casque, sauf peut-être sur la route 66. Mais ici, sur les pistes, ça n'est pas encore obligatoire, sauf dans certaines écoles de ski. Il y a encore seulement 5 ans, il y avait un article du Nouvel Obs, organe de presse sérieux, qui titrait « Les skieurs qui portent un casque ont plus de risques de mourir ». Et ils appuyaient leur raisonnement en disant que le casque donnait un sentiment d'invulnérabilité. Ça me rappelle un petit peu le raisonnement de la sécurité routière qui considère qu'il ne faut pas privilégier le perfectionnement à la conduite parce que les gens qui conduisent mieux ont tendance à rouler plus vite, donc à se mettre un peu plus en danger. Chacun sa façon de voir les choses, reste que je considère pour ma part que mieux on sait conduire, moins on se met en danger. C'est un peu comme les personnes qui portent le casque ici. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs à la montagne que le casque sauve des vies, sauve de blessures graves. Ça me rappelle un discours du docteur Chris Lee, ce Sud-Africain qui a mis au point des colliers cervicaux qu'on voit beaucoup en tout terrain, qui souffrait d'un manque de reconnaissance parce que quand son système sauvait la vie d'un pilote qui avait un gros traumatisme potentiellement cervical, eh bien il ne le savait pas que la protection cervicale lui avait sauvé les vertèbres et au contraire il se plaignait de douleurs, voire de commotion, voire de fractures collatérales sur les omoplates ou sur les clavicules, alors que on ne le sait pas quand un collier cervical nous sauve la vie, tout simplement. Et puis on voit de plus en plus de protections dorsales comme celle-ci, des protections dorsales directement héritées de la moto. Moi j'ai pas trop hésité, j'ai repris du matériel que j'utilise sur la piste en bitume et peut-être que dans quelques années le port de la dorsale sera aussi démocratisé que dans la moto. Mais bon, dans la moto on a encore des efforts à faire pour démocratiser ce port de la dorsale qui, s'il n'est pas obligatoire, est presque indispensable. Merci David. En bref, aujourd'hui on a une grosse actualité chez Ducati. La marque est très dynamique avec beaucoup de choses. À l'heure où on vous parle aujourd'hui, il y a les essais presse de la nouvelle Ducati Multistrada 950S, un nouveau modèle qui va se placer, je crois, Caddy, dis-moi exactement, entre la 950 standard et les nouvelles 1260. Voilà, tout à fait. On a un produit qui va être un peu plus haut de gamme et qui va reprendre un peu les équipements du 1200S, mais une machine un peu plus polyvalente et plus accessible à une plus large clientèle, quoi. L'électronique, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, Stéphane ou François, sur les motos, ces bagages électroniques de plus en plus complexes? C'est dans l'air du temps, on ne peut pas aller contre le courant, l'électronique est là, elle apporte beaucoup d'aide à la conduite, tant en confort qu'en sécurité. Alors François, au niveau du retour client sur l'électronique, le passionné Ducati, il y a des fois cette image de pur et dur, de motard qui aime vraiment, qui est à la recherche de sensations. Quel est le retour des clients par rapport à ces électroniques qui peuvent peut-être filtrer des fois un peu ces sensations? Alors il est vrai, Mickaël, comme tu le disais, la clientèle Ducati comporte une petite frange un petit peu d'irréductible, je dirais, sur les modèles un petit peu plus anciens. Mais de plus en plus, non, la clientèle est au fait et demandeur justement des évolutions qui font partie de l'évolution normale de la marque et comme le disait Stéphane, de la moto en général. Une autre nouveauté qui arrivera bientôt, c'est la nouvelle Diavel. Quand est-ce qu'elle arrive en concession? Alors j'espère la recevoir la première quinzaine de mars, quoi. Très bientôt. Les différences par rapport au précédent modèle? Bon, on garde sensiblement les mêmes lignes. Maintenant, avec un peu plus d'évolution, on va avoir donc le régulateur de vitesse, shifter up-down. Super. On va quitter l'Ouest et la Bretagne pour partir quelques instants à Saint-Pétersbourg, où Ducati a prêté des motos au musée d'art contemporain de Saint-Pétersbourg, Erharta.
avec une très belle exposition qui va depuis le début de l'histoire Ducati jusqu'au dernier V4. Cette initiative du Ducati de mettre des motos dans un musée, dans l'art contemporain, est-ce que vous voyez ça comme de l'ouverture? Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif? Ben oui, bien sûr. Certaines motos sont des œuvres d'art, donc elles ont tout à fait leur place dans des lieux qui sont dédiés à l'art contemporain. Mais est-ce que c'est une moto d'œuvre d'art? Est-ce qu'elle doit quand même rouler ou c'est juste pour faire joli dans son salon? Pour moi, une moto, ça doit rouler. Ouais. Maintenant, il y a certaines motos qui sont tellement belles qu'elles peuvent aussi être exposées et gardées pour ce qu'elles sont en tant Je crois qu'œuvre que d'art. pour François, c'est important qu'elle roule parce que sinon, il n'y a pas de SAV. Exactement. Pour ce garage prod, Caddy a fait venir des motos mythiques Ducati. On commence en 1978 avec cette moto. Raconte-nous. Alors, cette moto a été produite fin des années 70, donc en hommage à Mike Haywood. C'est une Mike Haywood réplica. C'est ça, Mike Haywood Replica, qui avait gagné le Tourist Trophy en 78 avec la NCR. Voilà, Mike Haywood, grand pilote de course de Grand Prix, qui a gagné 9 titres de champion du monde, a arrêté sa carrière en 1967, revient en 1978 au Tourist Trophy sur une Ducati, 11 ans d'absence des courses moto, et l'emporte au guidon de cette Fameuse moto. Voilà, de cette fameuse moto. En 78, l'année d'après, Ducati décide de produire une réplica et sort cette MHR. Alors, qui est équipée de quel moteur? Alors, il est équipé du 900 SS, couple conique. D'accord. Bien des années plus tard, en 2000, Ducati, fin 99, début 2000, Ducati décide de rendre un nouvel hommage à Mike Haywood et à cette moto avec La MHE. la MHE. MHE, première moto vendue exclusivement sur Internet dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Voilà, donc en 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, une moto qui coûtait dans les 100 000 francs, on était Oui. encore en francs à l'époque. Et qui ont tout été vendus très rapidement. Toujours le 900 SS. Le 900 SS IE, là. IE, voilà. Tout à fait. Cette moto de client aussi a quelques petites pièces spéciales, des petites... Voilà, elle a été légèrement allégée en la passant sur un simple disque. Le réservoir a été modifié, les échappements. Voilà, pour Les un jantes, de on est arrivé à peu près à 182 kg. Voilà, une moto extrêmement rare, très très belle aussi. Flashback avec une moto reste dans le sport, mais c'est pas une moto de client, celle-ci qu'a dit. Et donc, c'est ma moto personnelle. Alors la 851, 851. qui sort en quelle année? Donc, qui est sortie en 87. Donc, celle-ci, c'est un modèle 92. Et bon, donc les premières motos avec le 4 soupapes, refroidissement liquide et injection. C'est le début des superbikes de l'ère moderne Voilà. pour Ducati. Tout à fait. 851, 888, les motos avec lesquelles Raymond Roche... A gagné A le championnat gagné. du monde en 90. Alors on avance dans le temps, cette fois avec des motos que Caddy a vendues. On n'oublie pas, entre-temps, les 916 dans la famille Superbike Ducati. 916 jusqu'à 998. 98, Après, 999, 999 designé par Pierre Terreblanche, comme la MHE tout à l'heure. Ensuite, 1098, 90, 1198, avant on a- l'ère Panigale. voilà, et on Ouais. arrive à la Panigale 1299 finale édition. Finale édition parce que ça sonne la fin des V-Twin de Superbike. Tout voilà. à fait. Donc série numérotée mais non limitée. Donc Alors celle-ci, c'est le numéro 241, 241, la finale édition. Voilà, donc un modèle de 2017. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette finale édition, par rapport aux autres 1299? Alors hormis donc le coloris, on a comme sur le 1199R des pièces allégées au niveau du moteur, sur le volant moteur, les bielles en titane. Voilà, donc une machine qui prend un peu plus de tours aussi que la 1299 C'est la 1299R. R. Voilà, Ouais, t'as combien de tout à chevaux fait. là? Là, ici, comme elle est, on est à 214 chevaux. C'est pas mal pour se balader. Ouais, hein c'est pas mal. C'est bien sur les petites routes de Bretagne. Moto magnifique, et on arrive à la toute dernière
Superbike Ducati, une moto que tu as vendue aussi à un excellent client à toi. Tout à fait, en Avec fin d'année. La ouais. Panigale V4 que tu as vendue. V4S spécial, je veux dire, spécial magnésium. Quoi, hein. Spécial magnésium. Voilà. Alors, dans la famille des Panigale V4, il y a la standard. La standard, la S, la spéciale, et puis bon, et maintenant maintenant la R qui vient de qui sortir. va arriver, Voilà, qui arrive. mais qui est une version pareille, donc, mais celle-ci numérotée, limitée à 1500 exemplaires. Numéroté, on a affaire à la numéro Numéro 1121 sur la 1500 exemplaires. Spécial magnésium. Alors, quelles sont les pièces magnésium justement dessus? Donc les jantes, Jantes. hein, donc on peut l'avoir avec ou sans les jantes magnésium. Combien Donc, de chevaux là? Là, ici, donc, elle est équipée donc, avec la ligne complète. On arrive à 226 chevaux. 226 chevaux, c'est idéal pour sillonner la Voilà. Bretagne, aller passer d'un port à un autre. Hein, Tout à fait. De Lorient à Brest. Génial. Laissons les motos statiques de côté. Maintenant, on part tout de suite sur notre rubrique essai avec l'essai de Johan et de l'hypermotard. Deux têtes sont mieux qu'une. Ce qui se fait de mieux pour ma moto. Quand j'étais petit, on me disait souvent, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas ton cadeau, tu n'auras pas ton jouet. Force est de constater que Ducati fait tout l'inverse. Avec son hypermotard 950, elle a décidé de gâter les petits méchants garçons. Plus léger, plus maniable, plus violent à la fois. Le nouvel hypermotard en version Strada a été testé ici à Gran Canaria sur les routes de montagne. Et on peut vous dire que ça a été plus que très sympathique pour les petits garçons méchants. Alors quand on parle de nouveauté, certes, le nouvel hypermotard ressemble beaucoup au précédent et pourtant tout a été revu et corrigé. À commencer par le cadre, le fameux treillis tubulaire qui dorénavant se veut plus léger grâce à des sections d'épaisseur un peu moins importante. Celui-ci maintient le moteur, le fameux Testa Stretta, dorénavant 937 cm3 qui développe une puissance de 114 chevaux et surtout un couple disponible à plus de 80% dès 3000 tours minute, autant dire un modèle assez explosif. Le moteur, on l'a vu, est assez caractériel. On a la chance d'avoir un triple mapping, comme c'était le cas auparavant, mais qui a été aussi revu dans le sens de la polyvalence. Les échappements dorénavant en position haute sont un hommage à la fameuse 916 et ne gâchent pas pour autant l'équilibre de la machine, au contraire, bien au contraire. Maintenant, l'hypermotard, c'est une machine assez polyvalente à l'usage et pour les petits garçons qui sont encore plus méchants, Ducati a eu l'idée de développer le modèle SP qui est juste là et que nous avons eu l'occasion de tester sur circuit. Alors là, on passe dans une autre dimension. On est vraiment sur un modèle typé course. Les suspensions sont signées Öhlins. La fourche est un peu plus longue, la hauteur de selle un peu plus haute. On est sur une moto vraiment sur laquelle on peut attaquer très très fort. Il reste un petit bémol bien sûr. Ces deux machines sont formidables à conduire, sont formidables à piloter. Seulement, ça reste un modèle assez exceptionnel. Ducati ne prévoit pas d'en vendre des centaines de milliers en France. Hein, il faut rester raisonnable. Entre 300 et 400 modèles estimés. Il faut savoir que le modèle Strada sera vendu à 12 690 €, ce qui est quand même une somme assez conséquente pour ce type de modèle. Très fun certes, mais à l'usage peu pratique, hein, ça reste un modèle vraiment plaisir. Et à 16 390 € pour le modèle SP, alors là on peut dire que ce sera plutôt radical hein, dans l'achat. Il faut savoir aussi que ce modèle-là sera disponible en 35 kW, donc pour les débutants. Je ne sais pas quel type de débutant sera capable de manipuler une machine telle qu'elle. Toujours est-il que les méchants garçons sont toujours très gâtés chez Ducati et ça nous fait vraiment plaisir. On va parler compétition maintenant et passion avec une famille exceptionnelle puisque la maman roule en compétition, la fille roule en compétition grâce au papa qui est là également. Nous sommes donc en présence de Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour, mais vous avez oublié, il y a aussi mon mari qui fait de la compétition. Ah, Stéphane aussi, tu roules à moto. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. Compétition aussi. Oui, également. Peut-être un peu à la base de toute cette histoire. Non, pas forcément à la base, c'est venu ensemble. D'accord. Et nous sommes aussi, bien sûr, en présence d'Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à tous les trois. Comment est né justement ce goût de la compétition, de la course moto, de la piste? Stéphane?
C'est une bien longue histoire. De toute façon, comme beaucoup d'entre nous, on a démarré, on regardait la télé, les Grands Prix. Et puis on s'est dit qu'un jour, on aimerait bien y être. D'accord. Et puis petit à petit, on y est arrivé. Et Fabienne, tu roulais déjà sur piste avant de rencontrer Stéphane ou... Pas du tout, parce que j'ai rencontré Stéphane de bonne heure. Ah, ça remonte à quel âge? J'avais 18 ans. D'accord. Le jour de ses 21 ans. Voilà. Et non, moi la passion m'est venue, je sais pas pourquoi. Personne de ma famille faisait de la moto. Mais un jour, je suis arrivé vers ma maman et je lui ai dit je veux passer le permis moto. Mais alors, c'était avant tes 18 ans? Le problème, c'est qu'elle m'a dit non parce que j'avais que 7 ans. Ah, tu avais 7 ans. Voilà. D'accord. Donc c'est un pour qui, coup de bonheur. pourquoi, je sais pas. Et donc, toi, est-ce que c'est à l'âge de 7 ans aussi, ou alors est-ce qu'au contraire, avec des parents motards, tu es tombé dans la passion moto encore plus jeune? Alors moi en fait pour un cadeau de Noël en commun avec ma sœur, on a eu un QR50 et donc là j'avais 3 ans. Voilà. Donc on a commencé sur la piste grâce au DCF avec les manches pour les petits. D'accord. Et puis moi personnellement j'ai pas arrêté. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans le fait de pratiquer la moto sur piste notamment? Le plaisir déjà. Après, c'est vrai que j'ai un idole quand même, c'est Valentino Rossi. Ah, donc ça renforce aussi encore plus de rouler un peu sur ses traces. D'accord. Voilà. Tu roules avec le numéro 46? Non. Non. Parce que lors de ma première compétition, il était déjà pris. D'accord. Donc j'ai pris le numéro 97 qui est l'ancien numéro de son demi-frère. Et je ne l'ai pas lâché. Très bien. Eva, tu as donc 20 ans. Est-ce que tu as déjà passé ton permis pour rouler sur route? Alors j'ai le permis 125 uniquement, donc je roule que sur 125 et sur piste je roule avec un 600. 600. Et tu comptes passer ton permis moto pour la route? Oui, quand j'aurai un peu plus d'argent Voilà. de côté. Il faut gagner des courses, c'est ça, pour engranger les primes. Ouais, sauf qu'on gagne rien, donc... Non, le but c'est de gagner du plaisir déjà. C'est ça. Fabienne, quand est-ce que tu as commencé ta première course de moto? Alors la première course, on a commencé en 2001, mais j'ai commencé les entraînements en 97. D'accord. Tu roulais à l'époque avec une Ducati déjà? 97, 125. C'était le 125. On a tous les trois finalement commencé le circuit avec le même 125 RG de 93. D'accord. Mais alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une SS dans la boucle à un moment. Oui, alors en 2001, c'est là où on est parti, donc Fabienne pour sa première compétition avec moi, on est parti en endurance au sein du Ducati Club de France avec un 900 SS qu'on avait racheté à un copain, qu'on a bricolé. Et puis on a la première endurance, c'était avec un 900 SS carbu de 93. D'accord, très bien. Alors, une petite chose que Eva a oublié de me dire tout à l'heure par rapport à sa passion pour Rossi, mais que Stéphane m'avait soufflé à l'oreille un peu plus tôt. Je crois que tu as un point commun avec Valentino, autre que l'histoire de numéro de course. Oui, je suis née 20 ans près, exactement le même jour et le même mois, donc le 16 février. Voilà, donc même jour que Valentino Rossi, ce qui est exceptionnel. Eh bien non, ce n'est pas si exceptionnel que ça, parce que dans la famille, ils sont deux à être nés le même jour que Rossi. Stéphane, dis-nous tout. Moi, je suis né 20 ans avant ce coup-ci. Ouais. Louis Rossi. Ah, Louis le Rossi, 23 on juin. change, c'est plus le même. C'est pas Valentino. Le 23 juin, comme Louis Rossi. Voilà, donc quand même de Rossi. Pas de point commun avec Rossi. Non, désolé, je pense pas. Bon, voilà, non, pas. Et toi avec Tino Rossi Et moi avec Tino Rossi, mais ça compte pas. Pour préparer cette émission, Stéphane m'a raconté 2-3 petites anecdotes sur vous. Et je crois que Fabienne, tu as un goût particulier pour les conditions délicates sur piste. Rouler sur le mouillé, c'est quelque chose qui te plaît. Tout à fait. C'est parce que tu es bretonne? Je sais pas. Au tout début, quand j'ai commencé à faire des entraînements, on n'était pas beaucoup de filles. Et pour être plus confiante, quoi que ce soit, j'étais souvent en pré-grille la première, peu importe les conditions météo. Ça me laissait au moins un tour, 2 tours, avant que tous les furieux arrivent et me déboîtent dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense que ça vient de là. Et c'est vrai que maintenant, la pluie, moi, ça me fait sourire. J'ai même fait des qualifs en slick sous la pluie, Nogaro, et il y en avait plus d'un qui faisait la tête. Mais, voilà. Tu laisses les gars derrière? Oui. Ouais. C'est bien. Alors, grand désespoir, oui. Oh, c'est génial. Et qu'est-ce que tu as un feeling particulier sur le mouillé? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu roules de la même façon sur le sec et sur le mouillé? Ou est-ce que justement tu arrives à être un peu plus agressif sur le sec et plus coulé sur le mouillé? Je pense qu'au départ, j'ai un style justement plus coulé, trop coulé. Du coup, j'avais plus de mal sur le sec au départ. J'arrivais pas à mettre plus de puissance, alors qu'on freine et on accélère au même endroit, que ce soit en pluie ou en slick, suivant les conditions, quoi.
Mais après, voilà, faut être plus délicate avec la poignée de gaz, le frein. Voilà. Je pense que dès le départ, j'ai eu plus un style justement de mouillé. Peut-être justement le fait que je roulais plus souvent sur le mouillé. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de mal à me mettre dessus, mais sur du sec. Et c'était pas trop compliqué justement avec le bicylindre, avec le frein moteur du bicylindre au départ à doser sur le mouillé? Non, je dirais presque que c'est même plus facile. D'accord. Enfin, moi, Tu te sens plus à l'aise? Ouais. Et alors, tu roules en quelle course aujourd'hui? Tu as changé de moto, on va en parler tout à l'heure. Donc là, maintenant, moi, j'ai une 899 Panigale qu'on a achetée en 2016 pour faire la création de la Women's Cup en ouverture au Mans. Voilà. Ouais, dès la première Women's Cup. Parce que du coup, on n'avait qu'une moto, on n'avait que le 620 SIE. Et on voulait s'engager avec Eva sur cette course-là. Une première mondiale, a priori, il n'y a jamais eu mère et fille engagées sur une même compétition. Et fallait une nouvelle moto. Et fallu trouver quand même quelque chose de plus récent, dans le budget qui pouvait aller. Et du coup, j'ai juste acheté la Panigale, mais 3 semaines avant la course. Ouais. Et j'ai juste fait une centaine de kilomètres sur la route pour voir ce que c'était. L'ouverture était au Mans? Et sous la pluie. Et sous la pluie, tu étais heureuse? J'étais heureuse. Parfait. Et alors donc, tu as bien fini? C'est bien passé? J'ai fini 12e dans ma catégorie. Plateau de alors on va dire 20e en général et on était 88. Ouh, génial. Avec sur une moto que je connaissais pas. Et puis alors combien de chevaux, Stéphane, c'est toi qui les prépares, combien de chevaux par rapport à la 620? Celle-là, elle doit faire à peu près dans les 155 chevaux. Alors que la 620? 67 poneys, parce qu'on ne parle pas des chevaux là-dessus. Voilà, 80-90 chevaux de plus, ça t'a pas fait peur, ça a été? C'est un peu délicat, mais vu qu'il pleuvait, du coup on n'était pas en mode race, donc j'avais pas les 150 chevaux. D'accord. Voilà, donc un petit peu moins. C'était parfait pour commencer. Et c'était bien. Alors, ils ont tous été impressionnés de la rapidité finalement à laquelle je l'ai prise en main et je fais que progresser quand on peut rouler. Eva, pareil, alors ton papa il est très bavard en fait, il nous raconte tout, il donne plein d'indiscrétions. Je crois que c'était ta première course, pareil au Mans, comme maman. Tu nous as fait une Ogier réplica, une Olivier Jacques réplica. Le coup de la ligne d'arrivée. Voilà, le coup de la ligne d'arrivée, tu as tout compris. Raconte-nous ça un petit peu. Il se trouve que c'était 2 tours avant la fin. J'ai eu un problème avec la boîte de vitesse au rétrogradage. Donc du coup, il y a une fille qui était derrière qui m'a doublé. Et j'arrivais pas à la raccrocher derrière. Donc j'étais un peu frustrée quand même. Et quand il y a eu après le drapeau bleu avec la tête de course qui nous a rattrapés, elle a ralenti et pas moi. Et du coup, je l'ai rattrapé et dans le raccordement, j'ai accéléré beaucoup plus tôt. Peut-être un poil trop tôt, si j'avais eu une autre machine, j'aurais pu m'envoler. Et ça s'est fait en photo finish, j'étais devant elle. Pour un millième. Pour un millième, comme Olivier Jacques lors de son titre en 2000 à Phillip Island, qui passe sur la ligne d'arrivée Shinya Nakano et qui obtient le titre. Bravo, alors c'était peut-être pas le titre, mais pour la première course, c'est génial. Ah oui. Ah, c'est super. Eva, alors quel est ton programme cette année? Je crois que tu as changé de moto, tu roules aujourd'hui avec une R6. Oui, parce que le 620 de la famille, le changement était un peu trop brutal entre le 125 de temps et le bicylindre avec beaucoup de freins moteurs, tout ça. Et j'arrivais pas à m'y faire, je prenais même plus de plaisir à la fin. Donc on a décidé de prendre un R6 pour revenir un petit peu sur la même base que le 2 temps, donc avec beaucoup plus de les régimes moteurs plus hauts, tout ça. Moins de frein moteur et plus. C'est ça. Et donc depuis l'année dernière, j'ai vu nettement la progression. Et là, je reprends vraiment du plaisir. Donc c'est le but, voilà. Et là, c'est juste un tremplin pour espérer un jour remonter sur une Ducati, bien sûr, parce que mon cœur est quand même Ducati. Le cœur est Ducati. La famille, c'est vraiment Ducati. Alors là, c'est une petite exception. Pour se faire la main. Tu vas rouler dans quelle course cette année? Alors cette année, je vais faire qu'une seule course normalement. Ce serait donc l'ouverture des 24 heures du Mans en Women's Cup. Ouais. Parce que vu que je suis en études et que j'ai les examens, je peux pas me permettre d'en faire trop. C'est normal. Voilà. Mais alors, est-ce que ça arrive de se tirer un petit peu la bourre sur circuit en famille avec maman, papa? Est-ce que ça arrive un petit peu? C'est rare qu'on roule dans la même catégorie quand même. Ouais. Donc pas souvent, mais des fois. En entraînement, ça arrive. En entraînement, quand même, ça arrive un petit peu, non? Ouais, des fois. Alors, qui roule le plus vite dans la famille? C'est la maman. Maintenant, c'est la maman. Ouais. Ah, c'est bien. Tu es galant, bravo. Hein, et bientôt, le papa va être derrière parce qu'il y a la fille qui rattrape et le papa commence à se faire peur. C'est bien, ça met du gaz. Écoutez, merci beaucoup, c'est super sympathique. C'est vraiment chouette de voir une famille aussi passionnée et un engagement comme ça au féminin. Je pense que tu dois avoir un petit peu peur du bord de piste de temps en temps, non?
C'est chaud, C'est chaud. C'est très très chaud. Mais, C'est très chaud. mais alors, mettre sa femme et sa fille les voir rouler, est-ce que c'est quelque chose qui apporte que de la peur ou il y a du plaisir aussi? Non, il y a énormément de fierté, il y a énormément de plaisir, et puis c'est... Voilà, maintenant, après, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais dit en 2016. Je me dis, bon, j'ai les deux qui roulent, on va multiplier par 2 le stress. En réalité, c'est pas par 2, c'est comme la vitesse, c'est par le carré, quoi. Mais alors, c'est un truc de fou à vivre. C'est vraiment à vivre. C'est à vivre. Bon, qui dit émission Ducati dit pilote Ducati. Aujourd'hui, c'est Régis Laconi qui est avec nous. Régis Laconi, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il est toujours ambassadeur de la marque. Et puis Régis Laconi, c'est surtout le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes. C'était à Valence en 1999. Il va nous en parler, et puis il va aussi nous donner son point de vue sur la saison 2019, la saison MotoGP qui commence au Qatar dans quelques jours maintenant. Bon, Régis, t'es le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 2 Français en catégorie Rennes, on a Zarco, on a Quartararo. Enfin voilà, comment tu vois leur chance? Disons que ça fasse 20 ans, ça me rajeunit pas, ça rajeunit personne, mais en fait, ce qu'il y a d'embêtant surtout, c'est qu'il n'y en ait pas eu avant. Parce que c'est sûr que, pour moi, c'est dommage que déjà, ça fait déjà 20 ans. Donc maintenant, leurs chances, j'espère qu'elles vont être bonnes. Ça paraît compliqué pour Johan qui a quand même une nouvelle moto, donc qu'il faut continuer à développer. Donc il va falloir voir un petit peu que ça aille de l'avant, même si je suis sûr que tout va être fait comme il faut de la part de KTM comme de sa part à lui pour essayer d'aller vers une victoire. Mais une victoire, c'est pas facile. Et pour Quartararo, il est jeune, il n'a pas d'expérience, donc ça paraît quand même compliqué, même si tout peut arriver et qu'on peut jamais savoir. Maintenant, j'espère franchement que ça va le faire le plus rapidement possible. Donc, d'après toi, est-ce que Zarco a fait le bon choix en allant chez KTM? J'espère en tout cas, ça paraît dur, en tout cas comme travail, parce qu'il faut pas arriver, je veux dire, c'est une moto qui est très nouvelle, donc qui a besoin de temps, d'expérience pour développer. C'est une usine qui a réussi dans tout ce qu'ils ont fait, ça c'est quand même très positif. Donc en tout cas, franchement, c'est pas le choix, je pense, que moi j'aurais fait. Maintenant, c'est lui qui le sait, et c'est lui qui était dans sa tête, qui savait ce qu'il voulait faire. Donc j'espère que ça ira dans la bonne direction. Fabio a fait des super tests au Qatar, là, il finit avec le deuxième temps. Quand on a annoncé un MotoGP, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était trop tôt. Alors, trop tôt ou pas? Trop tôt ou pas, c'est tôt pour le dire justement. Maintenant, il va falloir voir. C'est sûr que j'ai regardé aussi les essais, comme tout le monde. Ça fait plaisir déjà, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de le voir déjà, on va dire, aux avant-postes. Maintenant, les essais, c'est un tour, c'est pas une course. C'est pas tout ça, maintenant on va voir, mais en tout cas ça prouve juste encore une chose, une fois de plus, c'est que cette fameuse Yamaha est quand même une moto très facile à apprendre pour les jeunes pilotes, et tant mieux, la preuve avec Fabio, et en tout cas j'espère que ça ira dans la bonne direction. Rossi, 40 ans, toujours là, est-ce que d'après toi il ne va pas faire la saison de trop? Là déjà, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a un contrat pour encore 2 ans, si je dis pas de bêtises, donc en fait c'est vrai que la saison de trop, c'est sûr que ça peut l'être. Maintenant, dès le moment où si c'est la saison trop sans résultat, c'est pas grave. Tout ce que je ne veux pas et que personne ne veut, c'est sûr, c'est qu'il aille se blesser et se faire mal. Et c'est ça le plus gênant. Donc en tout cas, je pense qu'il peut être encore performant. Il l'a prouvé même là dans les essais du Qatar. Donc à voir. Je pense qu'il peut être encore performant. J'en suis quasi sûr. Et c'est parti pour la rubrique Top Flop avec un nouvel invité, avec Philippe du Ducati Owners Club Calon Rosso. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Bonjour Philippe. On parlera tout à l'heure plus en détail du Calon Rosso. Mais tout de suite, une bonne nouvelle, un top, puisque le marché de la moto est en hausse en 2018 avec plus 8,7% de ventes sur l'ensemble du marché, inclus les 125. Mais les gros cylindrés sont aussi en vente. Je crois que ça a été un petit peu compliqué au plan national pour Ducati cette année, mais à Brest, ça s'est bien passé? Oui, tout à fait. On est un petit peu en hausse cette année, et notamment avec des modèles qui ont très bien fonctionné, comme bien sûr le V4. Le V4, qui est une moto chère, haut de gamme, une sportive prestigieuse, difficile de rouler aujourd'hui avec des sportifs sur route, et pourtant en Bretagne ça se vend bien. Voilà, moto extraordinaire et vraiment tout de suite qui a eu son succès, quoi. On va passer à un autre top avec une bonne nouvelle pour les passionnés de Grand Prix de MotoGP. L'ouverture au Qatar sera retransmise en clair sur Canal+. On quitte la Bretagne pour aller à Paris avec une mauvaise nouvelle.
puisque les stationnements, la rumeur des stationnements payants est de nouveau d'actualité. 40 000 places seulement de stationnement pour 150 000 € recensés. C'est une mauvaise nouvelle pour une vignette qui s'annonce entre 35 et 45 €. Ce n'est pas encore fait, mais on espère que ça ne se fera pas, parce que ce qui se passe à Paris, hélas, souvent, vient en province par la suite. Donc, une vraie mauvaise nouvelle. Et vous, messieurs, si les stationnements de 2 roues étaient payants à Brest, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'on ne sera jamais concerné par Ouais, cette je crois qu'on est mesure, assez protégé en province on est pour quand même l'instant. dans une petite ville. Peut-être pas trop embêté avec ça. Ouais, non. Pas de PV pour les stationnements de motos sur les trottoirs, tout ça, rien. Non. Bah, j'ai un client en Ducati qui gère les PV. Voilà, ça c'est une bonne astuce. Bon, c'est vrai qu'en province, on est plus tranquille avec ça, quoi. Oui. Et on termine par un dernier flop avec le musée de Jorge Lorenzo à Andorre, qui, après seulement 2 ans d'existence, ferme déjà ses portes définitivement. Un musée qui était dédié au sport mécanique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a quitté Ducati, Jorge Lorenzo, pour passer à la maison d'à côté, chez Honda, qui ferme son musée? Vous n'êtes peut-être pas allé le visiter. Andorre, c'est loin. C'est vrai, pas eu l'occasion de voir ce musée, mais même si le pilote reste excellent, il est vrai que le personnage est un petit peu controversé. Vous regrettez d'avoir perdu Jorge Lorenzo sur les Ducati en GP? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Le cœur ne battait pas pour Jorge? Non, pas Non. pour lui, non. Une belle balade pour aller voir un musée loin. Et ça, c'est le genre de balade qu'on organise avec un club? Oui, c'est le genre de balade qu'on peut organiser, mais nous, c'est plus de la balade locale. Balade locale. Régionale. Bretagne? Bretagne. 100% Bretagne. Ouais, exclusivement. Enfin, pas exclusivement, mais le principal, oui. Voilà, pas d'excursion en dehors de la Bretagne, mais Ducati, du Non. doc Calon Rosso reste en Bretagne. Ouais, pas encore, moi, pas pour l'instant. Très bien, ça viendra. On passe à la rubrique Web Atelier avec Caddy qui va nous emmener voir ton mécanicien, Yvon qui va nous parler de purge de frein. Voilà, on y va. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Pour ce Web Atelier, on est avec Yvon, mécanicien chez Motorosso. Bonjour Yvon. Bonjour. On va travailler sur la purge de frein. Alors, Yvon, comment on fait la purge de frein? Bon, on enlève le bocal, bien sûr, bien sûr. Et là, je vais brancher mon appareil pour purger les freins. D'accord. C'est un aspirateur qui aspire le produit du haut en bas, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Je actionne la soufflette. Je fais bien sûr le circuit du côté gauche, qui est le circuit le plus long sur la moto. D'accord. J'ouvre la vis. Sur l'étrier de frein, tu ouvres la vis. Je la vis. J'actionne parce que là, le moteur d'ABS, il y a une pompe d'ABS. J'actionne pour que ça aille plus vite. Hop. Donc là, tu pompes, tout Je le liquide pompe. s'en va. Voilà, tout le liquide s'en va. Le but, c'est quoi, l'objectif? C'est enlever l'ancien produit. Enlever l'ancien produit. On enlève l'ancien produit. Je referme. Je prends mon produit. Je mets du 5-1 en moteur. Hop, je rouvre. Je pompe. Même si on n'aurait pas la machine à aspiration, on pourrait le faire avec un petit pot, avec un tuyau. Une bouteille en plastique. On peut faire. Avec le tuyau, voilà. Si on n'est pas équipé avec la machine. Je pompe pour faire plus vite, quoi. Voilà. Je referme. Hop. Hop, je vais refermer la vis. Et on attaque le deuxième étrier. Côté droit. J'ouvre la vanne. Mais sur des très beaux étriers Brembo. Ouais. Est-ce que c'est une opération délicate ou une opération qu'on peut faire chez soi? On peut faire chez soi. On ferme. Hop, on contrôle. Et là, pour appeaufiner, on finit par le mettre cylindre. Il y a une quantité de liquide à respecter dans le bocal. Ça dépend de l'usure des plaquettes. Ah, ça dépend de l'usure des plaquettes. Parce que certains, ils ont tendance à mettre à rabord le bocal, alors que les plaquettes sont usées. Et quand on va changer les plaquettes, si tu veux, on va enfoncer les cuissons et ça va remonter et on pourra plus les enfoncer. C'est pour ça qu'on fait une purge de frein, il faut respecter les usures des plaquettes. D'accord. D'accord. Et là, tu fermes. Tu rouvres. Tu ouvres, tu fermes. Une fois. Voilà. Et là, on est sûr de ne pas avoir de bulles d'air dans le système de freinage. Et là, ton frein, nickel.
Voilà, là on peut refermer le... On peut la refermer, voilà. Eh bien, merci beaucoup Yvon. De rien. Merci, ça y est, on sait comment faire une purge de frein. Alors c'est parti pour le débat. Aujourd'hui le thème, la vie des clubs, avec Philippe, président du Calonne Rosso. Alors qu'est-ce que ça veut dire Calonne Rosso? Calonne Rosso, Calon ça veut dire cœur en breton. Et Rosso, rouge quoi. Rouge en italien. En italien. Donc c'est le cœur rouge. Le cœur rouge, oui. Il y a une devise particulière du club autour de ça? Non, pas spécialement. Non. C'est la passion pour nous, quoi. Cœur rouge, il bat beaucoup, quoi. D'accord. Alors tu es l'actuel président, mais je crois que François, tu étais le premier président du club. Alors effectivement, j'ai cédé ma place avec plaisir à Philippe il y a quelques mois de cela seulement. Ah, c'est tout récent. Voilà, tout à fait. D'accord. Le club existe depuis combien de temps? Alors le club a été créé à la fin 2015, début 2016. C'était une idée qui était en cours, avec Adi bien évidemment, qui souhaitait mettre en place autour de la concession, autour du magasin, un dock, Ducati Owner Club, pour un petit peu stimuler la clientèle qui était en demande d'activités, de roulage, balades, etc. Alors un dock, un Ducati Owners Club, c'est quoi exactement? Alors un dock, ça réunit des possesseurs de Ducati, bien évidemment, même si la porte n'est pas fermée. Et donc il réunit des propriétaires et qui partagent la passion de la moto au travers d'activités telles des sorties. C'est un club qui est affilié à Ducati France? Bien sûr, c'est un club qui est affilié à Ducati Italie. Ducati Italie, donc c'est le club officiel Ducati. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est complètement séparé du DCF qui est un autre club à côté, le Ducati Club de France, qui est deux clubs, deux entités différentes, c'est ça? Même si les entités se rejoignent par moment, mais vous effectivement, avez des membres qui sont sur les deux. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est pas parce qu'on a un club qu'on peut pas être dans l'autre. Bien sûr. D'accord. Combien de membres vous avez aujourd'hui? On est à peu près une petite soixantaine. Petite soixantaine en, tu m'as dit 2 ans d'existence, c'est ça? Voilà, c'est ça, en 2-3 ans d'existence. Comment vous est venue l'idée du nom Calonne Rosso, alors justement? Alors c'est vrai que le nom de baptême a été un petit peu difficile à trouver, plusieurs propositions et c'est l'ancien vice-président Yann qui se reconnaîtra, qui a eu cette idée de faire ce mix un petit peu entre la culture bretonne et la culture italienne, donc Calonne Rosso. Alors les motos sont toutes rouges ou est-ce qu'il y a des motos noires et blanches comme le drapeau breton? Non, la plupart sont rouges. Ils sont rouges quand même. Mais le noir et blanc, c'est dans le cœur voilà. aussi. Est-ce que vous avez des organisations d'événements particuliers, des réunions particulières, un agenda sur le club? Oui, il y a un agenda qui est prévu cette année. Alors. Donc déjà le 15 mars, normalement avec le vice-président, je dois aller à Lyon pour la réunion des présidents de club, qui est organisée par Fabien Rézé. Ouais. Et après, on a des balades à la journée qu'on organise. On va aussi faire un week-end sur toute la région de Saint-Malo, avec une nuitée dans un camping. On a programmé aussi le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France? Voilà, je ne sais plus combien on est à partir. Donc on part le jeudi. Alors là, cette fois, tu vas sortir de la Bretagne quand même pour aller au Grand Prix de France. Ah oui, là, pour une fois, ouais. Merci Caddy de nous avoir accueillis chez toi, Ducati Moto Rosso à Brest. Merci à toi, Michael, d'être venu nous voir. On a passé un agréable moment de passion au cœur de cette concession. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter aussi, et surtout de rouler à moto, de vivre à fond votre passion.